Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le lendemain de la déclaration officielle de candidature de Patrice Talon pour le compte de l'élection présidentielle de 2021. Le lendemain que nous consacrons au regard des Béninois sur cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat. Dans cette édition, nous écouterons quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Nous irons ensuite dans la commune d'Abomey-Calavi, l'arrondissement de Godomey pour être plus précis, pour voir les traces laissées par le programme d'action du gouvernement. Vous verrez surtout une métamorphose notamment sur l'axe Godomey-Gare, CDP est désormais asphalté et éclairé du coup. Des phénomènes comme l'inondation et l'insécurité relèvent désormais d'un souvenir lointain pour les populations, nous dirons nos reporters Nagui Balagbe et Elvis Donoukouan. Et puis nous ferons un clin d'œil à l'histoire avec l'agression du 16 janvier 1977. Cette date nous la rappelle, il y a 44 ans, vous le savez bien, des mercenaires avaient pris d'assaut l'aéroport de Kadiron à Cotonou dans le but de renverser le régime marxiste-léniniste que dirigeait le commandant Mathieu Kirikou. Nous ferons un retour sur le film de cette agression. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Patrice Talon, candidat à sa propre succession à la magistrature suprême du Bénin. L'homme l'a annoncé en début de week-end à Adjourou, dans le département de Lomé. Dernière étape d'ailleurs de sa tournée nationale, commencée depuis le 12 novembre 2020 et bien sûr dans les communes. Et 24 heures après cette annonce, le parti Union Progressiste désigne l'homme comme son candidat pour cette élection présidentielle d'avril 2021, une décision du bureau politique du parti qui était en session extraordinaire ce samedi à Abomey-Calavi. En attendant le retour sur les temps forts de cette rencontre, nous vous proposons ici un extrait de la résolution sur le choix du parti. Suivez. S'engage à accompagner M. Patrice Talon tout au long du mandat de 5 ans afin de poursuivre la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations des Béninoises et des Béninois. La direction exécutive nationale de l'Union progressiste reçoit mandat pour mener tout. Désormais, la balle peut bien. S'engage à accompagner M. Patrice Talon tout au long du mandat de 5 ans afin de poursuivre la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations des Béninoises et des Béninois. La direction exécutive nationale de l'Union progressiste reçoit mandat pour mener toutes les concertations avec les autres forces politiques de la majorité présidentielle afin d'identifier, de désigner et communiquer au candidat Patrice Talon le nom d'un patriote béninois engagé pour être candidat à ses côtés aux fonctions de vice-président de la République. L'Union progressiste invite tous nos concitoyens épris de justice et de paix à œuvrer pour la victoire du candidat Patrice Talon, candidat de l'Union progressiste, afin de garantir un avenir prometteur pour chacun et pour tous. Voilà l'hymne de l'Union progressiste qui suivait bien sûr la déclaration lue par Antoine Kolaole Idi, secrétaire national chargé des affaires juridiques du parti au logo au Baobab. Et justement, et toujours à 24 heures après l'annonce officielle de candidature de Patrice Talon pour l'élection présidentielle d'avril 2021, nous autres, à Canal 3 Bénin ici, nous sommes allés à la rencontre de quelques Béninois pour avoir une idée de ce qu'ils pensent de cette décision du chef de l'État. Et ce sont des Béninois rencontrés à Cotonou. Suivez. Le oui de Talon a fait plaisir au peuple béninois et surtout à sa jeunesse, parce que nous attendons cela depuis fort longtemps. Parce que, vous savez, le président Patrice Talon est comme Nelson Mandela pour nous. Hier, l'émotion était forte, l'émotion était grande. Il a enfin avisé. L'impression que j'ai en tant que membre du parti Moël, c'est une impression de satisfaction. Une impression selon laquelle le président est décidé à poursuivre
l'œuvre qu'il a commencée. Les belles choses, il faut inscrire les belles choses dans la durée. Et nous sommes particulièrement heureux de savoir qu'il continue l'aventure. Nous sommes prêts à l'accompagner. Vous savez, Patrice Talon est un cadeau, un don de Dieu pour le Bénin. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il est le médecin qui est venu faire le vrai diagnostic et qui a trouvé autour de lui des bons infirmiers pour quand même bien soigner. Il a commencé par soigner le Bénin et aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire marche en arrière. Nous devons continuer avec ces œuvres qu'il a entamées, et à savoir la bonne gouvernance, le courage qui l'amène à être un homme pragmatique qui fait tout ce qu'il dit. Quand il promet, il le fait. Je dois vous dire que c'est un soulagement et c'est une satisfaction, surtout que c'est mon parti, le bloc républicain qu'il a choisi pour aller aux élections. Nous le portons et nous sommes satisfaits. Et nous sommes satisfaits surtout parce que, comme vous voyez, vous constatez, il a mis le pays en chantier, tout le pays est en chantier. Et l'œuvre entamée, il doit pouvoir achever. Nous allons accompagner et ça va marcher. C'est lui qui a réfléchi, il voit que ce qu'il a commencé, il peut encore faire mieux. S'il pense qu'il peut encore faire mieux, bon, c'est... le soutien du peuple béninois, ça reviendra plutôt au peuple béninois de voir si il peut lui accorder encore un second mandat. Donc, bien vrai, il a pris sa décision, mais la dernière revient au peuple béninois. Quand il a annoncé cette bonne et grande nouvelle à Adjong, arrivé au carrefour Misreté, toute la population était en liesse pour l'accueillir. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que la population l'accepte dans ses œuvres. Quand les actes parlent, les paroles se taisent. Peut-être qu'en 2016, il a eu à s'expliquer beaucoup, à nous convaincre de son programme de société, qu'est-ce qu'il va faire. Mais au bout de 5 ans qu'il a fait, il nous a démontré qu'il est capable de beaucoup de choses. Donc, vu ce que nous vivons aujourd'hui, à travers ses réalisations, les œuvres qu'il a fait des infrastructures, les réformes un peu partout, et qui rassure chacun de nous, nous souhaitons que ce monsieur-là décide de revenir. Alors, Dieu a exaucé notre prière et finalement, il a été inspiré, il a décidé de revenir. Nous sommes prêts à l'accompagner pour sa réélection sans faille. Et quand nous avons appris qu'à Adjong, il a annoncé qu'il est prêt pour continuer la dynamique, nous on s'est dit, on va quitter désormais la rupture pour continuer la dynamique. Donc désormais, la jeunesse est dans la continuité et dans la dynamique. Donc c'est pour vous dire que nous sommes prêts. Et surtout la jeunesse béninoise, on est prêt pour faire un chaos pour le chef de l'État en 2021. Merci. Voilà, c'était quelques citoyens rencontrés à Cotonou qui donnaient bien sûr leur avis sur cette décision de Patrice Talon de briguer un second mandat. Juste à côté, à Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, les axes routiers sont transfigurés. Vous le savez, ces derniers sont désormais asphaltés et éclairés grâce au programme d'action du gouvernement. Du coup, des phénomènes comme l'inondation et l'insécurité relèvent désormais des souvenirs lointains pour les populations qui cachent à peine, il faut le dire, leur sentiment de satisfaction. Le constat est signé Nagui Balagbe et Elvis Tonoukwa. Godomé-Gare, Sédégbé. Un axe de plus et des populations surpris par la modernité. Ici, on est bien passé d'une époque à une autre. Celle où le quotidien des riverains n'était que peine et souffrance, ne relève désormais que de lointains souvenirs. Bienvenue à l'ère du projet asphaltage. Bon, quand il y avait l'eau, on passait dans l'eau. Et bon, on ne pouvait pas rester ici. Il y avait aussi les moustiques, tout et tout qui nous dérangeait. Donc on est obligé de rester à la maison et d'attendre que la saison des pluies ne passe. Avant, il y avait l'obscurité, l'eau partout. Mais maintenant, ça a vraiment changé. Là, c'est cool quand même maintenant. Ici, le quartier a vraiment changé. Parce qu'entre-temps, s'il pleut, vraiment, quitter le boulot pour la maison, c'est des soucis. Mais actuellement, on est tranquille, on peut rentrer à tout moment. Désormais, la voie passe et ce n'est pas que de jour.
Le noir a cédé à la lumière et dehors fait moins peur. On parle de moins en moins d'insécurité et d'insalubrité, au point d'oublier progressivement les hors-la-loi et la terreur qui y ont régné des années durant. Vous savez, Godomega, c'était un nid. C'était jonché de tas d'ordures. C'est là où les gars fumaient n'importe comment. Le trafic, tu ne peux pas passer par là de jour comme de nuit. Vous n'avez pas accès à ces zones. C'était un peu comme une zone interdite. Aujourd'hui, tu peux étaler ta natte. Il y a quelques petits voyous encore qui pilulent dans les ruelles, mais en grand nombre, à cause déjà de l'électricité, donc de la lumière qui est apportée donc à ces heures-ci dans la zone, ils se sont quelque part dispersés. Et on ressent une certaine paix donc, à vivre dans ce quartier désormais. Bien des habitudes ont changé au-delà de la simple amélioration du cadre de vie des populations riveraines. Désormais, aux abords des nouvelles voies, se mènent des activités génératrices de revenus. Petits commerces et micro-entreprises s'arrachent une clientèle faite en grande partie d'usagers de la nouvelle voie. Bon, grâce aux lampadaires, nous vendons au bord de la voie. Et il y a de la lumière, on peut s'installer, rester ensemble, parler. Bon, avant, on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas rester même au bord de la voie comme ça pour vendre. Mais maintenant, comme c'est bon, on a installé les choses, on vend un peu, maintenant ça va très bien même. Si vous avez une boutique au bord de la voie, il y a le trafic qui a augmenté à telle enseigne que ça doit normalement insuffler un certain dynamisme à notre commerce. Et l'activité ici donc est florissante. Nous sommes dans un restaurant par exemple où on fait donc de chez nous, c'est-à-dire c'est du mât et de la pâte que nous prenons ici. Et il n'y avait pas autant de monde ici auparavant, mais comme il y a une certaine fluidité donc dans la circulation, vous constatez avec nous qu'il y a assez de monde. En attendant la fin des travaux d'embellissement, et sait-on jamais, le prolongement de la voie au-delà de sa limite actuelle, tel que l'espèrent les populations. Godomé-Gare et Sédégbé, deux quartiers en plein cœur de l'arrondissement de Godomé, savourent pleinement les multiples bienfaits du projet asphaltage. Oui, toute une métamorphose. De Godomé à Porto Novo, on parle aussi de métamorphose. La ville aux trois noms, taxée de gros villages jusque dans un passé récent, retrouve ses attributs de capitale avec une modernisation qui s'accélère à grands pas. Et depuis 3 ans déjà, le projet asphaltage en cours d'exécution transforme la ville que nous fait découvrir ici Emma Houdono. Voici le nouveau visage de Porto Novo. De larges routes tracées, ça et là, avec des signalisations au sol, des feux tricolores, des carrefours soigneusement verdis et cerises sur le gâteau, un éclairage solaire qui illumine la ville à la tombée de la nuit. Porto Novo, la vieille ville, présente désormais le visage d'une cité attrayante. Cette grande mue a démarré il y a un peu plus de 3 ans avec le projet d'infrastructure routière du régime du président Patrice Talon. Du presque rien en matière d'infrastructure routière, il y a peu, Porto Novo a aujourd'hui vu plusieurs de ses routes principales et secondaires bitumées ou pavées. La principale est la traversée de la ville qui débouche sur la commune d'Apromisriti. Vous savez, il y avait des nids de poules, je veux dire des trous, ça et là, sur l'ancienne voie qui quittait Porto Novo pour Apromisriti. Aujourd'hui, cette ancienne voie a été doublée, bien sûr, mais ces nids de poules faisaient tellement de victimes que j'ai baptisé ce tronçon Porto Novo Apromisriti comme un mouroir, parce que chaque soir, il y avait l'ambulance qui est chargée, bien sûr,
de transformer, de transporter, de référer les victimes à l'hôpital de Porto Novo. Donc aujourd'hui, on est en paix. Il n'y a plus l'alerte d'ambulance chaque jour. Au nombre des routes aménagées, il y a la rocade, un rêve longtemps caressé par les Porto-Noviens et dont les travaux sont aujourd'hui bien avancés. Cette route parc du Carrefour Beau-Rivage passe devant le siège de la Fédération béninoise de football dans le quartier Diassin, longe le CG Wando dans le quartier Doha pour rejoindre le boulevard du Cinquantenaire dans le quartier Wando. On a eu droit à la construction de plusieurs routes, dont la rocade sur laquelle nous sommes actuellement. Et c'est vraiment louable. Je dis que le chef de l'État est comme un messie, quelqu'un dont on avait vraiment besoin. Surtout quand on doit prendre le cas de Porto Novo, aucun président préalable n'avait fait un aussi grand geste vis-à-vis de la capitale. Grâce au chef de l'État aujourd'hui, Porto Novo a changé de visage, totalement. Les présidents se sont succédés, mais on n'a jamais eu d'aboutissement. Nos voix n'ont pas apporté leurs fruits, mais Dieu nous a envoyé l'homme qu'il faut, le développeur qui est le président Patrice Talon, qui nous a promis pendant cette campagne qu'il va transformer, métamorphoser la ville capitale et qu'on serait fier de la capitale. Je pense que c'est l'homme qui respecte sa parole. Cette voie, il a lancé, ça n'atteint même pas un an. Et en quelques mois, vous avez constaté que nous avons un goudron bien fait, bien bitumé, bien tracé. Outre la traversée de Porto Novo, longue de 12 km 600, et la rocade, 6 km, ce sont près de 25 km de rues secondaires qui sont bitumées ou pavées dans les 5 arrondissements de la ville. Avec ces routes bien tracées, bitumées et éclairées, les Porto-Noviens découvrent une nouvelle ville dont ils sont fiers. Moi, personnellement, je ne parle pas politique, mais je dis pour Porto Novo, tous les fils de Porto Novo doivent être actuellement contents. Louer l'Éternel qui a pu mettre sur notre chemin maintenant quelqu'un qui arrive pour nous essuyer les larmes. Parce que maintenant, on est fiers. Naguère perçu comme un gros village, Porto Novo prend désormais les traits d'une ville moderne. Sa métamorphose va se poursuivre les jours et mois à venir avec les nombreux autres chantiers annoncés, parmi lesquels il y a la construction des marchés Wando et Arwangbo, dont les travaux sont en cours, et le tout prochain chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui sera implanté à l'emplacement de l'ex-direction générale de la gendarmerie sur une superficie de 7 hectares. Voilà, c'était un reportage signé Emma Hodon. En plus des axes routiers, le programme d'action du gouvernement prévoit aussi la construction d'infrastructures sportives de type moderne dans les communes du pays. La commune de Ouida en fait partie et des clubs de la localité vont bientôt bénéficier d'un stade omnisport dont les travaux de construction sont presque achevés. C'est du moins le constat fait par Assiomo Kanyasiongom et Henri Ganti. Regardez. La balle peut bien rouler pour tout le monde sur le stade omnisport de Ouida. Un stade aux normes internationales doté de gazon synthétique que le programme d'action du gouvernement érige à la sortie ouest de la ville historique. Le maire Christian Huitenou en remercie le gouvernement. Le gouvernement a fait l'option de construire à Ouida un stade omnisport de standing international. Et ça, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement pour cet ouvrage magnifique pour la jeunesse de Ouida, donc qui vient compléter toutes les autres choses qui ont été faites dans Ouida. La commune de Ouida en avait besoin, elle qui a tant donné au football en matière de joueurs talentueux. Cette infrastructure sportive va permettre aux jeunes de s'affirmer davantage. Ouida a joui aussi de cette infrastructure sportive, mais depuis l'indépendance, Ouida n'en avait pas. Donc c'est quelque chose de très grand qu'on est en train de faire à Ouida, qui va permettre aux jeunes de s'épanouir et aussi de faire la promotion du sport en général. Et à cet effet, le stade omnisport dispose des aires de handball, de basketball, de volleyball
et une piste d'athlétisme. Bientôt, le stade sera disponible. Ce sera l'occasion pour la commune de faire parler d'elle dans maintes disciplines sportives. Le stade est à 95% de réalisé et nous allons très bientôt faire la réception et je crois bien qu'avec la mise en place du championnat de football qui va démarrer bientôt et des autres sports, ce joyau flambant neuf va nous servir, va permettre que nous puissions, les jeunes de la commune de Ouidah et alentour, puissent s'épanouir correctement. Le stade dispose d'une tribune officielle, de gradins latéraux. Il y est aussi construit 2 blocs sanitaires, un château d'eau, un guichet. Voilà une infrastructure de type moderne. À Boïkon, dans le département du Zou, le conseiller communal Ferdinand Yaou Bokosa touche du doigt les différentes réalisations du gouvernement. C'est à la faveur d'une tournée dénommée Zoom.5 et l'homme est soutenu par d'autres conseillers du même bord politique à l'Union progressiste. Précision, Imet Elena Moussou. Zoom.5, l'activité d'EMA ici à lycée Zoueva conduit l'initiateur dans l'ensemble des 10 arrondissements de la ville de Boïkon. Dans une démarche d'explication et de sensibilisation, Ferdinand Yaou Bokosa, soutenu par d'autres conseillers communaux de l'Union progressiste, vont partager avec les populations les réalisations du gouvernement du nouveau départ dans la commune. La démarche vient en réponse à l'exhortation du chef de l'État invitant les conseillers communaux à poursuivre la réédition de comptes après son passage dans la ville Carrefour. Toute la population n'était pas présente pour le voir ni pour entendre la réédition de comptes. Donc il nous a exhorté, nous conseillé de faire la vulgarisation après son départ. Du fait qu'ils ont répondu vraiment massivement, ça prouve que la population a accepté, la population a adhéré et cet esprit de compte rendu. Et je leur demande que le meilleur reste à venir. C'est vrai que le temps est un peu dur, mais à voir ce qui est fait pendant 4 ans et demi par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi je vois que l'espoir est permis. Nous sommes à l'ICESU pour annoncer à la population tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tout ce qu'il a fait, il faudrait quand même que la population soit informée pour qu'on puisse le faire venir pour le second mandat. À cette première étape des échanges, les conseillers communaux ont entretenu les populations sur les réalisations infrastructurelles, les projets et programmes divers, mais aussi les réformes institutionnelles engagées qui améliorent les services de l'administration. Les débats qui ont suivi les présentations ont permis de souligner que d'importantes avancées ont été enregistrées et sont bénéfiques à plusieurs égards. Désormais, maintenant, le Bénin est en train de vivre une démocratie au lait. Au lait parce qu'aujourd'hui, nos confrères, nos concitoyens ont des routes praticables, sécurisées. Nous avons accès aujourd'hui à l'eau potable. Le Bénin vient de connaître une autonomie énergétique de près de 60%. Aujourd'hui, la démocratie n'est plus d'escafé. La démocratie maintenant est au lait. Tout le monde maintenant est en train de goûter aux bienfaits de la démocratie. Et la population nous a bien accueillis et a promis qu'eux, ils sont là, prêts à accompagner le chef de l'État durant les 5 ans à venir. Ainsi démarré, le périple va se poursuivre dans les autres arrondissements les jours à venir. Les séances vont également permettre de s'assurer de l'adhésion des populations au programme d'action du gouvernement et surtout obtenir leur assentiment pour la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Voilà en somme scruter les réalisations du gouvernement. En politique toujours, venons-en maintenant à l'élection présidentielle d'avril 2021. Direction les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous nous y rendons pour faire le point du passage des maires et députés appelés à parrainer les candidats. Le balai se poursuit et ce jour, nous avons pu rencontrer quelques maires et députés juste après le remplissage des formalités. Il s'agit des maires de Karimama, de Waké, de Basila et de Djakoutoumé. Bien sûr, le député Hassan Seibou de la 14e circonscription électorale. Écoutez-les. La première impression, c'est l'organisation que j'ai trouvée de bien parfaite. Parce que dès mon arrivée, on m'a accueilli. J'ai passé à une première table, ensuite à une deuxième table et à une
troisième table à la sortie, avant que vous nous donniez votre interview. Dans le dispositif, il est dit que les candidats seront parrainés et que nous, les maires et les députés de l'Assemblée, qui vont jouer ce rôle de parrainage. C'est pour ça que j'ai quitté carrément pour venir, peut-être pour voir les bons projets, les candidats qui ont de bons projets, les parrainer dans l'intérêt de l'État béninois. Mes impressions sont bonnes. Elles sont bonnes du fait que cela constitue pour nous un honneur de participer à la réforme du système partisan, d'être des acteurs de premier choix de ceux-là qui prétendent diriger notre pays. Donc pour nous, c'est un honneur. Je pensais perdre des heures, mais ça a été fait comme il doit être à la poste, avec des étapes bien organisées. Ça, il est formidable et s'il y a une note à donner, c'est 20 sur 20. D'abord, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de faire partie de cette première génération d'acteurs qui ont la lourde responsabilité de permettre à ceux qui sont concernés par les élections présidentielles d'être candidats. Donc un honneur parce que aujourd'hui seuls les maires et les députés peuvent le faire. Donc c'est un grand honneur, un privilège parce que il me sera question de choisir qui je pense être capable de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Il faut que je connaisse les potentiels candidats, que les potentiels candidats me présentent de quoi ils sont capables et qu'on échange. Et c'est à partir de ce moment que je pourrai poser mon choix sur un duo, étant donné que c'est un acte citoyen. Je ne connais même pas un candidat encore. J'attends. Ma porte elle est ouverte. Dès qu'ils vont passer tour à tour, je crois que celui que je vais choisir sera le vôtre. Et vous allez m'accompagner pour qu'on soit nombreux pour l'accompagner. D'abord, vous savez, du point de vue conceptuel, celui qui conçoit quelque chose l'a presque déjà vécu dans l'esprit. Donc quand il voit la concrétisation se faire et dans l'esprit de ce qu'il a souhaité, il ne peut qu'en tirer d'abord satisfaction. Comme vous l'avez dit, nous avons débattu autour de cela, depuis les idées simples jusqu'à formaliser, jusqu'à voter, et qu'aujourd'hui cela se traduise dans le concret, ça veut dire que notre effort a été payant. Il n'est pas dit dans les textes que quelqu'un doit parrainer quelqu'un, forcément. On est libre de parrainer qui on veut. Et comme dit l'autre, disent les sélectionneurs en football, le mercato est ouvert. Chacun peut aller négocier où il doit négocier pour avoir son affaire. Mais ce que peut-être les gens craignent, c'est que nous ne sommes pas des gens en l'air libres. Enfin, quand on dit libre, nous avons décidé nous-mêmes de faire partie de groupes qui s'organisent politiquement, qui ont mis leur destin politique en commun pour dire on veut bâtir ensemble. Donc ce que les gens craignent, c'est qu'ils ne sortent jamais des gens à l'intérieur pour aller faire autre chose, parce je pense que nous sommes dans un pays où chacun de nous veut l'évolution de ce pays-là. Et donc, nous allons nous concerter dans des groupes politiques, avec des amis, avec nos militants, avec même la presse, pour voir si il faut nécessairement que quelqu'un aille au vote, on peut lui donner un parrainage. Ça, là, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était quelques élus rencontrés dans les locaux de la Sénat, appelés bien sûr à parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2021. Faisons maintenant un clin d'œil à l'histoire. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier et pour ceux qui se souviennent encore, il y a 44 ans, à cette même date, le Bénin faisait l'objet d'une agression. Eh bien, le dimanche 16 janvier 1977, au petit matin, des mercenaires ont pris d'assaut l'aéroport de Kadjiron à Cotonou dans le but de renverser le régime marxiste-léniniste que dirigeait le commandant Mathieu Kérékou. Retour ici sur le film de cette agression. C'est avec Assiomo Kanya Siongon et Moufid Saboua. Dimanche 16 janvier 1977. Il est 7 heures.
Un avion banal atterrit à l'aéroport de Kadiemou. À son bord, des hommes puissamment armés. L'opération Crevette est en marche. Ils se dirigent vers la tour de contrôle. C'est alors que les agents en permanence se rendent compte de la réalité. Ils alertent rapidement les autorités militaires. Quelque temps après, le président Mathieu Kérékou, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 26 octobre 1972, se rend au Kangezo pour mobiliser ses troupes. Un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international aux abois a déclenché depuis ce matin à l'aube une agression armée contre le peuple béninois héroïque et sa révolution démocratique et populaire en attaquant la ville de Cotonou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Nul doute que nous vaincrons. L'appel du président est entendu. Les soldats béninois ripostent. À l'aéroport, l'homme aux multiples noms, Robert Denard alias Gilbert Bourgeot ou Bob Denard, ou encore colonel Morin, dirige par radio ses hommes. Les nouvelles qui lui parviennent sont mauvaises. En effet, un des groupes des agresseurs progresse jusqu'ici devant le Kodiam. À 200 mètres environ d'eux, l'officier Gaston Kouvi, dans ce char, tire une roquette sur eux et ce fut la débandade. Bob Denard commence à redouter la puissance de feu des soldats béninois. Il demande alors à ses hommes de replier. Après environ 2h30 de combat, les agresseurs étaient obligés de repartir précipitamment avec leurs blessés, abandonnant documents, armes, munitions et le corps de 2 de leurs complices, un noir puis un blanc, abattu par un soldat béninois ici à la coupole du ministère des Affaires étrangères où il était embusqué. Les affrontements ont fait du côté béninois 7 morts, dont 5 militaires. Le capitaine Tossou Mathieu Mininavo dit Diagua, tué ici sous ce château d'eau de Kadiemou par un groupe de mercenaires qui se trouvait quelques mètres plus loin au niveau de cette station-service. Moi, j'ai vu papa. J'étais en train de balayer et il est sorti. Le jour-là, il a pris sa mobilette là. La mobilette ne voulait pas partir. Et quand il est parti, vers 10 heures, quelqu'un est venu me voir et a dit « Ah, Deli, well, j'ai marché à pied de Sainte-Rita là jusqu'au camp. Je suis parti au génie militaire. J'ai demandé à voir mon papa. Ils ont dit, il vient de quitter ici. Il était ici tout à l'heure. J'ai dit, ah, moi je ne suis plus petite. Hein. Si mon papa est mort là, il faut me dire. Quelqu'un m'a vu sur la route là, il m'a dit que mon papa est mort. Cette date-là me rappelle des souvenirs tristes parce que j'ai perdu des compagnons. Si ce n'était pas la farouche détermination des compagnons d'âme, peut-être moi aussi je ne serais pas là maintenant pour pouvoir témoigner. Le lieutenant Lassissi Soufou est tombé ici au champ de foire, les armes à la main. Le lieutenant Alassane Kassim a été abattu dans le dos ici au niveau des antennes de l'ASECNA. Le lieutenant Toto Paulin, lui, a trouvé la mort devant le trésor public. Le lieutenant Dabapa Mpo Pascal a aussi été tué. 2 civils y ont péri aussi, comme la Sylvain porté disparu et Bamboche Abiodun. Le Guinéen Alpha Baoumarou, alias Mendoza, laissé par ses compères mercenaires, a été capturé par l'officier Mamasika, aujourd'hui général à la retraite. Dans les autres grandes villes et régions du pays, c'est l'ébullition. Tout véhicule en circulation est systématiquement fouillé à la recherche d'éventuels mercenaires fuyards. Voilà, c'était un clin d'œil à l'histoire par rapport à cette agression du 16 janvier 1977. Place maintenant aux principales victimes de cette agression. Ils étaient tous enfants quand l'événement a fait d'eux des orphelins. Eh bien, des années sont passées, mais les blessures sont là et refusent de se cicatriser dans la mémoire des enfants des martyrs. Nous en avons rencontré quelques-uns. Suivez. À quelques jours de la commémoration des 40 ans de l'agression du Bénin par des mercenaires, les familles des victimes béninoises se préparent. Nous sommes allés les surprendre en concertation dans la maison du feu capitaine Tossou Mathieu. Tout le temps, nous, on se voit.
Tout le temps, on se voit. La belle preuve est qu'aujourd'hui, là, on était en séance. L'un des points à l'ordre du jour est le lieu dédié à la mémoire de leurs parents, la place des martyrs. Depuis quelques années, cette appellation a été changée en place du souvenir. Pour parents et amis, c'est frustrant. Je préfère que ça soit place des martyrs. Mais pas des souvenirs, ça veut dire qu'ils ont oublié. Souvenirs, donc, ceux-là, ils sont partis déjà. Ils sont déjà morts. Donc, on va les souvenir, c'est tout. Sinon, c'est place des martyrs. Ça me pique. Jusqu'à ce jour, je suis contre, et je le dis ouvertement. Souvenir de quoi? C'est un mauvais souvenir. Ils sont venus nous donner un mauvais souvenir. Ils ont tué nos frères. Au lieu de dire la place des martyrs, que ça reste pour servir de leçon dans le futur pour nos enfants, on dit souvenir. Bon, à mon niveau, place des martyrs, c'est confirmé pour moi. On a mis les statues là, c'est pour représenter nos compagnons disparus. Le choc moral reçu par les parents à l'époque est encore là, têtu. Ils s'en remettent difficilement car pour la plupart, les études ont été abandonnées parce que sans soutien. C'est des séquelles qui nous ont laissés. Jusqu'ici maintenant, bon, on ne s'est pas retrouvé quand même. Il n'y a pas quelque part où on peut aller maintenant, ils vont dire, ah, ce sont les enfants là, on va s'occuper d'eux là, il n'y en a pas. On est rejetés partout. Alors que nos papas ont donné leur vie pour le Bénin. Dero, c'est comme ça que je l'appelais quand elle était petite. Et elle évoluait. C'était une fille chérie pour son papa. Une fille chérie. Et le capitaine Tossou Mathieu, parce que c'est ça, aimait sa fille et la faisait progresser. Elle était en classe d'examen même. Quand ça est arrivé, bon, la suite, vous-même, vous le savez, elle devait être parmi les grandes personnes d'aujourd'hui, les intellectuels d'aujourd'hui. À 17 ans, qu'est-ce que je peux faire? Il faut voir la vieille aussi. Elle n'a pas les forces pour nous supporter. Donc, l'école aussi, on n'a pas de l'école comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, si papa était vivant, jusqu'à j'aurais 2 ans, j'aurais ma situation. Aujourd'hui, zéro. Zéro. Je me débrouille. Je me force. 40 ans après le décès de leur géniteur, les enfants se disent manquer d'affection. Une affection dont ils n'ont jamais eu la chance de bénéficier, puisque devenus très tôt orphelins. La majorité avait moins de 2 ans. Ils dénoncent l'abandon dans lequel on les enferme. Ils ont tout taquiné. Tout ce que... Et si un président arrive sur ce pouvoir, si c'est son frère, même père, même mère, qui est parti de ce côté-là, est-ce qu'il va laisser sa famille? Non, disons-nous la vérité. On n'a pas quelqu'un qui peut rester derrière nous. La belle preuve est que les commanditaires ont été dédommagés, mais nous, les orphelins, là, on a été indemnisés. D'accord, ce n'est pas grave, on est là. Voilà, c'était un clin d'œil à l'histoire avec, il faut le dire, beaucoup de douleur. Un sujet signé Assimo Kanyan-Siongbo et Moufid Sabouhan. Nous allons rester justement avec nos reporters Assimo Kanyan-Siongbo et Moufid Sabouhan qui vont nous parler maintenant de cette volonté du gouvernement de regrouper les services de l'État et un marché physique de gros et autres. Il s'agit d'une cité ministérielle dont la cérémonie de signature de contrat pour la construction s'est déroulée hier vendredi. Regardez. Différents contrats signés entre la Société immobilière d'aménagement urbain et des entreprises. Un acte qui marque le démarrage dès le 1er février des travaux de construction d'une cité ministérielle à Cotonou et du pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi. La cité ministérielle est destinée à recevoir les cabinets ministériels et le pôle agroalimentaire constitué d'un marché physique de gros, d'un abattoir et des bâtiments techniques et administratifs. C'est surtout la marque des grands pays en termes d'aménagement pertinent du territoire. Il en est de même s'agissant du marché de gros, à la réalisation duquel sonnerait le glas d'un désordre polluant et asphyxiant
qui n'a que trop duré à Cotonou. Nous sommes heureux, après toutes les validations avec les parties prenantes, les maîtres d'œuvre, les entreprises et tous les processus, nous sommes parvenus aux projets de contrat qui sont visés, conformes, et nous sommes, Monsieur le ministre, prêts pour démarrer les travaux. La cité ministérielle est située à l'emplacement de l'ex-hôtel Croix du Sud et tient sur 5 hectares avec un coût de 65 milliards et demi de francs CFA. Quant au pôle agroalimentaire, il s'étend sur 168 hectares et le coût d'exécution s'élève à environ 80 milliards de francs CFA. Pour le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, c'est une grande satisfaction de voir de tels projets du programme d'action du gouvernement lancé. Le gouvernement du président Patrice Talon est connu désormais. Tenir les promesses qui sont faites au peuple. Et dans l'opérationnel, identifier les besoins pertinents, formuler les projets correspondants, conduire des études de qualité et réaliser les projets dans la rigueur. La rigueur signifie tenir dans le temps et respecter les normes de qualité les plus élevées. Aujourd'hui, c'est constaté, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours autour de ça. La cité ministérielle est en lot unique avec une durée des travaux de 24 mois. Pour le pôle agroalimentaire divisé en 4 lots, les délais vont de 16 à 18 mois de travaux. Sur tout un autre plan, l'université d'Abomey-Calavi abrite un colloque scientifique axé sur les politiques publiques et la construction d'un État national en Afrique de l'Ouest francophone. Et en marge des travaux, une table ronde est organisée sur les politiques publiques de sécurité et la construction d'un État. On va faire le point avec Ouliata Sanoussi et Rachidi Soubir. Comment comprendre les évolutions récentes qu'il y a au niveau des politiques de sécurité, non seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région, et surtout comment la sécurité, comme politique publique, influe la construction de l'État. Une table ronde de discussion est initiée à propos au 2e jour du colloque scientifique qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Pour en débattre, des panélistes de rangs différents. Il s'agit de regarder comment les forces de défense et de sécurité, mais aussi l'ensemble des autres acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique de sécurité, qui peuvent être le Parlement, qui peuvent être les organisations de la société civile, qui peuvent être également les collectivités décentralisées, qui peuvent être au niveau local, comment tous ces acteurs-là participent dans le cadre de leur mission de sécurité au profit donc de la population, comment ces acteurs, en produisant de la sécurité, produisent l'État, participent à construire l'État. Donc il s'agit à la fois d'un questionnement d'un point de vue théorique, méthodologique, mais aussi d'un point de vue empirique. Les panélistes sont tous unanimes que la sécurité en tant que bien public devrait être accessible à tous. C'est un enjeu crucial en matière de services publics. Au niveau des Nations Unies, pour parler d'une sécurité garantie pour tous, les statistiques donnent un ratio d'un policier pour 450 habitants. Au Burkina Faso, c'est un policier pour 5500 habitants. Au Bénin, il est d'un policier pour 10 000 habitants. Quand un pays a un policier pour 10 000 habitants, on considère qu'il y a un gap de sécurité. Donc la sécurité n'est pas assurée. Est-ce que si on prend d'un point de vue qualitatif, je dis bien d'un point de vue qualitatif, et ça c'est le domaine aussi des anthropologues, sociologues, etc. Est-ce qu'on peut considérer que le Bénin, avec un policier pour 10 000 habitants, peut être considéré comme un État fragile? Pas du tout. Pas du tout. Cela veut dire donc que les politiques publiques de sécurité ne peuvent pas être analysées exclusivement d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue exclusivement officiel et normatif, mais doivent intégrer beaucoup de dimensions sociales, sociologiques et consorts.
5% du budget national est consacré à la sécurité au Bénin. Dans la sous-région, il est de l'ordre de 10 à 20%. Mais l'État béninois est aujourd'hui en train de se réinvestir dans le secteur à travers sa politique de sécurité inscrite dans le programme d'action du gouvernement qui a conduit à de profondes réformes, notamment la création de la force unique de sécurité intérieure qu'est la police républicaine. Les résultats que nous avons aujourd'hui, du point de vue de la réduction des actes d'insécurité, du point de vue du sentiment général de sécurité que nos populations, les communautés ont, tous ces éléments, tous ces indices nous montrent aujourd'hui que ces réformes ont été pertinentes, puisque le but, l'objectif des politiques de sécurité, c'est de satisfaire les besoins exprimés par les populations. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cette table ronde sur les politiques publiques de sécurité et la construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone permet aux participants d'être mieux informés sur la problématique de la sécurité. Pour mettre fin à cette édition, parlons des membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin et de Nati Tengu, qui sont bien sûr à l'école de la Fondation Vallée, et ceci pour le renforcement de leur capacité. C'est à la faveur d'une session de formation qui vise à permettre aux participants de joindre la théorie à la pratique. Et devant les responsables du CREUSER, les participants ont mis en application des connaissances acquises tout au long de la formation. Voici les précisions avec Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Ils sont étudiants ou élèves, membres du club d'intelligence artificielle du Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB de Nati Tengu. Sous la houlette de Hugo Boni, formateur, appuyé par la Fondation Vallée, ils ont été outillés 5 mois durant sur l'intelligence artificielle, le développement web et bien d'autres thématiques en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'objectif visé pour cette formation, sinon pour l'installation de ce club, c'est un peu pour joindre la pratique à la théorie. Parce qu'il y a beaucoup de cours qui se donnent dans nos universités, par exemple les cours de programmation, où il n'y a que la théorie qui se fait. Ici, nous essayons de mettre un peu en pratique ce qui se fait en théorie. La présente session fait suite à une précédente sur le module Arduino qui a démarré depuis août 2020. Au cours de cette seconde phase, les étudiants seront outillés sur la mise en pratique du node MCU. Cette formation est spécialement dédiée à ce node MCU. Ce n'est qu'une initiation à la domotique classique. Donc la domotique qui concerne tout ce qui est le contrôle dans des maisons intelligentes. En réalité, toute la technologie se joue à partir d'un smartphone, des cartes MCU et d'un ordinateur comportant des applications initialement installées par le technicien. Grâce à cette innovation, en témoigne d'ailleurs cette démonstration de l'étudiant Oru Bouyagui qui, à partir d'un assistant vocal, a pu commander l'allumage d'une lampe électrique. Bonjour Jacques. Bonjour. Allume la lampe blanche. Lampe blanche allumée. Éteins la lampe bleue. Lampe bleue éteinte. Éteins la lampe blanche. Lampe éteinte. Outre l'assistant vocal, le technicien peut se servir de son smartphone pour allumer ou couper une lampe électrique. D'autres dispositifs innovants permettent d'ouvrir une porte en y intégrant juste un code secret. Grâce à ce même dispositif, le brasseur peut déclencher de lui-même dans une chambre où la température s'élève sans l'intervention de l'homme. À travers cette technologie de pointe, la bibliothèque CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu intègre ainsi la grande famille des centres d'intelligence artificielle. À la bibliothèque CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu, ce n'est pas seulement ce riche fonds documentaire de plus de 11 000 ouvrages, c'est aussi 5 clubs éducatifs, à savoir le club de théâtre, de Scrabble, le club d'anglais, celui des conférences débats et le club d'intelligence artificielle. Voilà une révolution technologique mise en œuvre.
C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche. Si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous.